Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy Nabé. Jérémy qui est un investisseur chevronné, mais aussi également un podcasteur, un entrepreneur. Ton podcast est sur le domaine de l'immobilier, un sujet qu'on va traiter aujourd'hui sur cette belle émission. En quelques mots, est-ce que tu peux pousser un petit peu cette début d'introduction, de présentation que je viens d'initier pour vraiment mieux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr, merci Ismaël pour l'invitation. Je m'appelle du coup Jérémy, j'ai grandi dans le 77 en Seine-et-Marne et j'ai toujours bien aimé la partie travaux, investissement. Mon père travaille dans le bâtiment et ma mère gérait la petite entreprise familiale, mais jamais trop d'employés, juste une petite entreprise de rénovation, tout particulièrement sur la plomberie. Et ça m'a peut-être mis un petit peu le pied à l'étrier, mais j'ai attendu 24-25 ans pour faire mon premier projet après avoir fait une école de commerce et après avoir travaillé en tant que commercial dans différentes startups à l'étranger. Et je me suis vraiment pris de passion pour ça après ce premier projet qui était un projet en colocation. J'avais investi avec une vraie recherche de cash flow, quelque chose qui puisse me générer un revenu passif parce que j'avais envie de quitter ma boîte et de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais pour me lancer à mon compte. Et je voulais pas seulement me reposer sur le chômage, mais pouvoir avoir un filet de sécurité supplémentaire. Donc j'ai vraiment investi pour entreprendre. Et aujourd'hui, je entreprends à la fois dans l'immobilier et dans le podcast et la création de contenu. Ouais, cool, bah super. En effet, ouais, t'as ce petit parcours, ce petit background peut-être familial, ce terreau d'une part, la boîte de bâtiment, donc il te donne peut-être une petite sensibilité, on va dire, à la pierre, peut-être de façon même inconsciente depuis ta jeunesse, et puis de l'autre côté, cette petite entreprise, cette petite boîte, donc de ce que tu le décris, donc à taille humaine, mais avec peut-être l'autre facette qui t'a donné cette envie d'entreprendre d'une façon générale. Que ce soit sur ton business, mais également dans l'immobilier, parce que l'immobilier, on pourra peut-être dire que c'est en quelque sorte aussi une vision de l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Quelles sont pour toi cette vision justement sur l'immobilier? On va rentrer dans le cœur de cette émission, on va brosser un petit peu les différents avantages qu'on peut avoir, et notamment en fonction des différentes modes d'exploitation, des différents régimes, parce que l'immobilier, on le sait, hein, c'est assez vaste, hein, l'immobilier, ça regroupe beaucoup d'éléments. Mais tu as parlé déjà de notions comme du cash flow, comme l'investissement du temps, enfin une réelle passion. Pour toi, quelle est ta vision de l'immobilier, du marché d'une façon générale, un peu plus macro, on va dire, pour 2023 en France, sur la métropole, et puis après, d'une façon peut-être un peu plus micro, quelles sont les différentes possibilités que tu y vois Ouais, très bien. Il y a déjà en fait, on peut faire l'immobilier de plein de manières différentes et je pense que je me suis pris de passion aussi pour ces différents sujets qui sont les typologies de biens, d'exploitation, de régimes fiscaux qu'on peut utiliser, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de l'immobilier sans avoir toutes les cartes. C'était le cas notamment de mes parents qui ont un petit peu investi également, et ils avaient cette chance de pouvoir acheter des biens qui étaient complètement délabrés et de faire des rénovations, et du coup ils ont fait des plutôt belles opérations, mais ils auraient pu faire des choses tellement plus optimisées, tellement plus impactantes que voilà, aujourd'hui
moi ma mère a 48 ans, mon père a 58 ans, avec les connaissances qu'ils avaient et la capacité de mon père à faire des travaux, il est excellent sur la partie rénovation. Ils auraient pu être libre financièrement depuis bien longtemps. Mais en effet, il n'y avait pas cette connaissance plutôt financière du sujet. Et c'était une autre époque aussi. Les taux étaient complètement différents. Donc, ils essayaient de s'endetter sur le moins de temps possible, faire tout par eux-mêmes. Vraiment, il n'y a jamais rien qui a été délégué. Ils ont même fait des constructions et ils ont géré entièrement de A à Z les constructions sans déléguer quoi que ce soit. Et c'est du coup, quand j'ai commencé moi à m'y intéresser, c'est un peu la manière. Je pensais que c'était un peu la seule manière de faire et je me suis beaucoup renseigné sur YouTube, sur des blogs, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même sur cette partie acheter pour rénover, là ils étaient alignés. Sur tout le reste, le financement, l'exploitation, la fiscalité. Il y a encore deux ou 3 ans, parce que maintenant je les ai aidés un petit peu à optimiser, mais tous les biens étaient exploités en nu, donc non meublés, avec une fiscalité qui était du coup hyper pénalisante sur le cash flow. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie en me disant voilà, je vois qu'il y a des meilleures manières de faire. En plus, autour de moi, les gens ne sont pas au courant, que ce soit dans ma famille, mes amis, etc. On va essayer de pouvoir communiquer sur ces sujets-là. Le podcast, c'était le meilleur média pour moi pour faire ça. Je n'avais pas forcément envie de m'exposer au début sur YouTube, etc. L'écrit, c'est pas non plus ce que je préfère. Par contre, discuter pendant des heures, j'adorais ça. Et c'est pour ça que le podcast s'est lancé. Ça, c'est peut-être sur la première partie. Ouais, carrément. Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Tu parles du podcast, donc tu as un podcast donc dédié. Donc ça fait un bail qui est vraiment dédié d'une certaine manière à l'investissement immobilier. Alors après, ça touche peut-être d'autres thèmes sur l'investissement financier, peut-être au sens un peu plus large, comme je peux le proposer sur cette émission de la bonne fortune. Mais tu as eu quand même le plaisir de pouvoir vraiment creuser ces sujets avec tes différents invités, puis même des émissions solo, pour vraiment rentrer à 360 sur tous les avantages de l'immobilier. Vraiment, en 2 mots, je me suis amusé, parce que là, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de chat GPT, etc. Est-ce que tu peux aller me citer 5 avantages d'une façon générale, de pourquoi les gens devraient-ils investir en immobilier? Alors en 2023, ça fonctionne, mais d'une façon générale. Et après, je vais juste faire la comparaison par rapport à ce qui est marqué quand tu fais cette requête sur le chat GPT pour juste s'amuser. Ok, trop marrant comme expérience. Écoute, la première raison, ça serait, je pense que c'est un des seuls actifs où tu peux investir à crédit. Et sur des sommes qui sont assez importantes. Donc le levier bancaire que tu peux avoir avec de l'immobilier, il est hyper important. C'est-à-dire que tu vas créer en effet un bien rentable, donc où tu vas avoir ta mensualité de crédit à 500 € et tu vas essayer de louer 1000 € pour gagner chaque mois là-dessus. En revanche, ça c'est qu'une partie de l'enrichissement. La deuxième partie de l'enrichissement, c'est ces 500 € de crédit que tu rembourses chaque mois, ça vient directement en capitalisation. Donc c'est la richesse que tu crées et que tu pourras exploiter plus tard à la revente ou à la fin du crédit. Yes. Donc ça, je pense que ça serait le premier. Le deuxième, c'est que c'est un actif qui a toujours pris de la valeur, qui est hyper résilient. Et je pense que voilà, on aura toujours besoin de se loger, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Il y a une démographie qui augmente. Je pense que c'est le fait que ça soit un actif résilient et utile, ça me semble être une bonne chose. La troisième, c'est que je me dis toujours que finalement, même si il se passe des trucs incroyables et il n'y a plus personne qui veut louer mon appartement, je pourrais toujours aller vivre dedans. C'est là peut-être la troisième raison que je vois. Écoute, je sais pas si je vais en avoir 5 là. Non, la mais quatrième, c'est peut-être de pouvoir participer à la rénovation de biens un peu historiques, des monuments. C'est des choses qui m'intéressent, et pouvoir rénover un bien qui a peut-être une belle histoire, des belles pierres, une belle architecture, etc. Alors c'est peut-être pas dans les premiers projets que vous vous attaquez à ce genre de bien, mais
mais c'est une vraie, c'est vraiment pouvoir impacter, garder des souvenirs de l'histoire quand on rénove un vieux bâtiment. Super, Jérémy, j'adore. Ben, voilà. je suis vraiment en phase avec toi dans le sens où, en effet, l'immobilier est un des seuls moyens d'investir avec un levier bancaire. C'est-à-dire qu'à partir de zéro, on peut se créer un réel patrimoine à long terme, où c'est la banque qui nous met à disposition des fonds pour qu'on puisse investir sur un actif, ce qui ne va pas être le cas quand on souhaite investir dans la bourse, etc. Il peut y avoir des exceptions hein, avec des nantissements, etc., etc. On peut avoir de la dette pour faire d'autres choses, mais d'une façon générale, c'est un des seuls actifs qui le permet, donc ça c'est super puissant. Un actif qui a tendance, in fine, à prendre de la valeur avec le temps. On le voit d'un côté, on nous parle en ce moment beaucoup d'inflation, c'est-à-dire que quelqu'un, un épargnant qui laisserait X euros, 50, 100 000 euros sur un compte courant avec un rendement à zéro, ben, à la fin de l'année, si on a une inflation à 7%, aura toujours ses 100 000 euros en valeur faciale, mais aura perdu 7% de la valeur pour pouvoir faire les acquisitions, etc. Qu'à l'inverse, la pierre a tendance, en fonction des biens, etc., à prendre de la valeur vraiment dans le temps, à s'apprécier. En 3, j'aime bien en 3, ton troisième, ton quatrième point, parce que là, on part vraiment sur le cœur. Il y a vraiment une réelle fonction, une fonction première de l'immobilier, c'est de loger les personnes, donc soi-même ou le locataire, etc. Donc il y a une réelle fonction utile, nécessaire et même vitale à ça. Et 4, la partie kiff, participer à rénover, à entretenir un patrimoine, à développer, etc., faire des choses et de mettre sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le chat GPT, pour en revenir... Ouais, vas-y. J'en ai peut-être une cinquième avant qui me vient et c'est une des vraies raisons aussi pour laquelle j'ai choisi l'immobilier plutôt qu'un autre actif. C'est que c'est un actif où tu as à l'entrée une capacité à faire une bonne affaire. Et ça, voilà, si tu achètes des actions en bourse, bah, tout le monde les achète au même prix. Tu peux un petit peu optimiser les frais en fonction de tes plateformes, etc. Un petit peu le momentum, le moment où tu l'achètes. Mais tout le monde le touchera au même prix. Là, sur l'immobilier, il y a une capacité de négociation. Moi, j'ai été formé pour être commercial, donc cette partie de négociation avec l'acheteur, et si on utilise les bons leviers psychologiques aussi, bah il y a vraiment et aussi le bon sourcing, donc trouver les biens sur les plateformes ou via les agents immobiliers. Le sourcing, c'est aussi une compétence qui est enseignée en tant que commercial. Et ben ça c'est vraiment il y a vraiment un moyen en fait d'acheter 20 ou 30% en dessous du prix du marché si on est résilient et que on est prêt à passer 50 coups de fil dans une journée et ça c'est une vraie raison aussi pour laquelle typiquement même pour 2023 je suis pas inquiet parce que même si les prix baissent de 20 ou 30%, moi j'aurais toujours fait en sorte d'acheter 20 ou 30% en dessous et voilà, ça c'est une vraie raison pour laquelle l'immobilier est à privilégier je pense. Yes, ouais, super intéressant. En effet, ouais, on peut se construire d'une part un patrimoine en partant de zéro avec l'effet de levier bancaire, mais on peut également tout de suite, dès l'achat entre guillemets, faire une bonne affaire avec toutes ces raisons que tu évoques et tout de suite être en sécurité d'une certaine manière et espérer de gains potentiels à une revente plus ou moins rapide. Et ouais, super intéressant ce point également. Pour faire la comparaison avec le chat GPT. Il est pas mal quand même, hein, ce petit robot, mais on peut voir qu'il est quand même incomplet. Alors j'ai simplement mis la requête « Pourquoi investir dans l'immobilier ?» Simplement. Okay. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens investissent dans l'immobilier. Certaines des raisons les plus courantes incluent en 1, le potentiel de rendement élevé. Les propriétés immobilières peuvent générer des revenus locatifs importants qui peuvent être utilisés pour couvrir les coûts de l'investissement et générer un revenu supplémentaire. Donc ce que tu parlais, hein, du cash flow, etc. En 2, l'appréciation à long terme. Les propriétés immobilières ont tendance à augmenter de valeur au fil du temps, ce qui peut entraîner une plus-value importante pour l'investisseur. Donc ça, tu parlais, l'actif qui a tendance à prendre de la valeur. L'avantage fiscal en 3. Les investisseurs immobiliers peuvent bénéficier de déductions fiscales pour les intérêts hypothécaires, les dépenses liées à la propriété, ce qui peut réduire la facture d'impôt. Il y a différents dispositifs, donc voilà. En 4, c'est un actif, un investissement tangible. Les propriétés immobilières sont un investissement tangible, c'est-à-dire qu'elles peuvent être touchées et vues, ce qui peut les rendre plus rassurants pour certains investisseurs. Donc il y a la fonction réellement d'habitat, quoi, l'utilité, ouais. Il parle pas de l'utilité en tant que telle, mais ça peut être touché et vu. Bon, c'est bien, c'est physique.
En effet. Et en 5, la possibilité, il se répète un petit peu, de générer des revenus passifs. Investir dans l'immobilier pour offrir des revenus passifs en louant la propriété sans avoir besoin de gérer personnellement la propriété. Par contre, tu vois, donc il est pas mal parce qu'il donne quelques arguments quand même qui se tiennent, mais il ne parle pas du tout de, en effet, les avantages, là, le levier bancaire qui est vraiment un avantage comparé à d'autres classes d'actifs, clairement, et également le fait dès la source, dès l'investissement, dès l'origine trouvée, et de faire tout de suite une bonne affaire, si on le fait en parallèle avec, je sais pas moi, un placement sur une assurance vie, acheter une action, dans du crowdfunding, etc., etc. Là, on peut vraiment réellement faire une bonne affaire directement. C'est l'objet d'ailleurs d'émissions réalisées avec Benoît Martin sur l'achat-revente, clairement. L'achat-revente, on peut faire des Oui. culbutes dans un temps plus ou moins court, vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est quand même assez impressionnant ce qui est possible de faire avec l'immobilier, quoi. Alors, il est plutôt impressionnant en vrai. Il y a au moins trois bons points. Et la partie défiscalisation, moi je l'ai. C'est pas trop la raison pour laquelle je le fais, mais il y a beaucoup de personnes qui le font. ChatGPT, il se base quand même sur des requêtes, des articles, des choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles autour de la défisque et du Pinel, etc. Et, euh, et pour le coup, ouais, ça peut être une des raisons aussi, en effet. Donc ouais, il est quand même fort. Yes. C'était pour faire une petite parenthèse. Je me suis amusé ce matin quand même à voir, à le tester un petit peu. On en parle beaucoup en ce moment. Et ouais, J'arrive ouais, pas, moi, j'arrive pas à avoir accès. Je me suis connecté trop tard pour la première fois, je pense, et du coup, j'ai pas accès au ChatGPT, quoi. ouais, Mais bon, on bon, verra à la fin. j'aimerais Je bien te tester. montrerai comment créer le compte, enfin, très rapide. Et ouais, c'est pas mal. C'est rigolo. Ça peut être intéressant même pour créer des annonces immobilières, faire des choses, etc. Il te suggère des textes qui sont Ouais, c'est vraiment vrai. intéressants. Ouais. Il y a pas mal de possibilités pour les investisseurs. Ouais. Revenons à nos petits moutons du coup. Toi, Jérémy, tu nous parlais de la colocation sur ton parcours perso. En parlant avec toi, t'as tout plein d'autres projets qui vont bien plus loin. Tu parlais de location éventuellement de salles de mariage, de trucs. Donc après, c'est encore peut-être autre chose. Mais est-ce que en quelques mots, tu peux nous décrire peut-être quelques modes d'exploitation, les différences, les avantages de tel ou tel mode d'exploitation, avec un prisme peut-être une vision d'énergie, de temps y consacré, de rendement possible, de cash flow, tu parlais ou pas en face, de fiscalité, etc. Avec tous les aspects qu'on a vus, les Ouais, différents avantages et voir les différences. très bien. Alors écoute, c'est un sujet large, c'est en effet pour ça qu'on fait cet épisode. Donc je risque de rentrer dans un tunnel. Hésite pas à me couper si jamais il y a des choses pas claires ou tu vois tu veux apporter ta pierre aussi parce que t'as investi peut-être même plus que moi. On est pas loin l'un de l'autre. Donc ton avis compte beaucoup. Moi j'ai identifié vraiment trois parties différentes qui étaient sur quel type de bien tu investis, Mm. quel type d'exploitation et quel régime fiscal. Et en effet, chacun de ces points va avoir un impact sur ce que j'appelle le taux de sérénité et le taux de rentabilité. Et voilà, il y a des personnes qui vont aller chercher de la sérénité et une rentabilité relativement faible, et d'autres qui vont aller chercher des problèmes à régler et en échange d'une rentabilité importante. Euh, sur le type de bien, c'est assez clair, je pense. Il y a soit acheter un appartement, soit une maison, soit un immeuble, soit un terrain pour une construction. Donc à savoir que voilà, un appartement dans une copropriété, il y a déjà moins de problèmes généralement que dans une maison ou un immeuble où on doit gérer soi-même des problèmes de toiture ou dans des espaces communs d'un immeuble, etc. Le terrain pour la construction, c'est peut-être celui où il y a le plus de choses à gérer parce que c'est vraiment de la promotion, aller construire de A à Z, aller vérifier que le terrain il est constructible, etc. Donc ça, c'est les différentes typologies de biens. Après, il y a les différents états. Est-ce qu'on achète neuf? Est-ce qu'on achète quelque chose qui est déjà refait à neuf, qui est habitable, qui est délabré, qui est complètement dévasté? Et ça aussi, ça va être un élément, voilà, si a priori, si on veut aucun problème, en effet, peut-être qu'un Pinel, si on cherche à pas du tout s'investir dans le truc, un bon Pinel, ça peut être une bonne solution en neuf. Euh, Moi, c'est pas du tout ce que je fais. J'ai plutôt tendance à aller de l'autre côté du spectre et aller chercher quelque chose le plus délabré possible, dans la mesure où dans le type d'exploitation, moi, je fais des choses qui sont un petit peu atypiques, donc enfin un peu à haut rendement comme la colocation. Et souvent, je dois réorganiser complètement l'appartement ou la maison, ce qui fait que
autant que ça soit complètement délabré, parce que de toute façon, ce que me dit toujours mon père, de toute façon, entre rénover un petit peu et rénover beaucoup, c'est le même prix. Si tu dois refaire l'électricité, de toute façon, tu vas devoir tout casser. Donc, on a plutôt tendance à aller sur ces typologies de biens. Et après, dans la typologie de biens, il y a le où acheter aussi qui compte. Donc, c'est est-ce que j'achète plutôt dans une grande ville, en périphérie, dans une petite ville, dans un village. Et ça va avoir un gros impact sur le rendement et le taux de sérénité aussi, parce qu'on peut se dire, voilà, grande ville, a priori, ça bouge pas. Si tu achètes à Paris, à Lyon, à Bordeaux, tu auras toujours des locataires, des gens qui sont là, etc. Mais par contre, tu auras des rentabilités faibles. Là où si tu achètes dans une petite ville ou un petit village, tu comptes sur certaines choses. Voilà, là, il y a une entreprise qui s'est installée, donc ça devrait le faire. Par contre, si voilà, demain, cette entreprise est ferme, peut-être que tu auras plus de vacances locatives et c'est ce risque-là qui est rémunéré par un plus haut rendement. Donc voilà pour la première partie, quelle typologie de biens, en fonction de ce que vous avez envie de faire, du niveau de risque ou du temps que vous avez à investir dedans, vous allez pouvoir faire des choix là-dessus. Exactement, et c'est intéressant ce que tu dis pour reprendre. Donc du coup, il y en a pour vraiment tous les profils, quoi. Ceux qui n'ont pas beaucoup le temps, mais qui veulent quand même le faire en direct, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'investissement clé en main, il y a des possibilités d'investissement, on va dire, interposées via du crowdfunding, etc. Mais quelqu'un qui voudrait investir soi-même, être réellement propriétaire du bien dans la totalité, n'a pas le temps, veut pas se prendre la tête, veut pas gérer les travaux, veut pas gérer forcément le locataire, d'être sûr, hein, Pinel, grande ville, etc. Hop, pourquoi pas, ça peut correspondre. Par contre, le rendement derrière ou la plus-value potentielle sera peut-être amoindri, mais par contre, le taux de sérénité, là, pour le coup, il est vraiment au max. Et c'est intéressant de voir ce petit parallèle, quoi, taux de sérénité versus taux de rentabilité. Et après, si on peut avoir les deux en même temps, tant mieux, hein, c'est le but après d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller sourcer, c'est bien. D'aller chercher le meilleur ratio, en effet. Et c'est vrai que tu rajoutes une brique qui est intéressante, c'est que il y a la plus grande sérénité que tu peux avoir, c'est probablement d'acheter des parts du crowdfunding ou de la SCPI. Donc voilà, la SCPI, je sais pas si tu en as déjà parlé sur le podcast, mais c'est des sociétés, tu achètes des parts d'une société qui gère de l'immobilier. Ça rémunère environ à entre 5 et 6%, parfois un petit peu plus pour des très bonnes. Et ça, honnêtement, il y a absolument rien à faire. La souscription, elle se fait en quelques minutes pour les meilleurs. Pour certaines, ça peut être mis en assurance vie, donc avec une fiscalité qui est parfois intéressante. Il faut faire attention aux frais. Il y a beaucoup de frais à l'entrée, parfois autour de 10%. Et après, il y a des frais de gestion, mais bon, ça, on en a partout. Et souvent, je dis, si vous voulez beaucoup de sérénité, que vous n'êtes pas capable en fait d'aller chercher plus de 5% de rentabilité avec un bien en direct, achetez plutôt de la SCPI, vous vous embêtez pas, allez emprunter les 100 000 euros que vous avez en capacité d'emprunt à la banque, investissez-les dans 2 ou 3 SCPI via une assurance vie, et vous aurez aucun problème. Si vous aimez pas gérer des problèmes, gérer des chantiers, faire des visites, etc., faut surtout pas se lancer là-dedans. Ouais, exactement. Et donc pour celles et ceux qui ont quand même un petit peu d'énergie pour aller chercher des biens, Voilà. etc. Il y a du coup, il y a différents types d'exploitation qui sont elles aussi, qui peuvent être classées par de la plus passive à la plus active. Donc moi, la première que j'ai mis, c'est la location commerciale. Donc tu achètes et tu loues à une entreprise qui va probablement faire des travaux et s'installer ici pendant 10, 15, 20 ans. Et toi, tu n'auras pas de gestion de ton bien, pas de changement de locataire, un loyer qui a priori est assez garanti, qui dépend de la santé financière de l'entreprise plus que de la santé financière d'une seule personne ou d'un foyer, donc plus de stabilité. La deuxième, c'est la location non meublée, donc tu loues à une famille qui a acheté des meubles, a mis des meubles, etc. Donc c'est souvent un peu plus longue durée que la location meublée. Et ouais, quelqu'un qui s'installe, en effet, vient avec ses meubles, etc. Souvent, on a même Voilà. les locataires qui demandent est-ce que je peux potentiellement changer la peinture, faire la petite déco, faire ci, faire ça, faire des trous au mur pour accrocher des cadres, et donc se projette peut-être sur un temps un peu plus long. Ouais. Exactement, et je parlais de mes parents tout à l'heure, ils ont investi donc et loué en non meublé.
ce qui avait énormément de désavantages d'un point de vue fiscal, payer plus de 50% d'impôts sur tous les loyers qui touchent. En revanche, ils ont des locataires qui restaient 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et alors après, tu récupères l'appartement dans l'état où il est. Hein, c'est pas non plus, c'est pas toujours les meilleures idées, mais voilà. Donc, après, il y a la location meublée. Et honnêtement, c'est quand même, si aujourd'hui vous cherchez à vous lancer, c'est souvent un bon mode d'exploitation, que ce soit d'un point de vue fiscal, d'un point de vue contrôle et flexibilité de ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez un certain nombre de meubles, mais c'est assez limité. Voilà, un lit, un frigo, une plaque de cuisson à pouvoir mettre dans l'appartement, qui va vous permettre d'exploiter le bien sous certains régimes fiscaux qui sont intéressants, comme le LMNP. Après, il y a la colocation. Donc, colocation, c'est une location meublée, mais plusieurs personnes qui partagent le bien. Et Ismaël, comme moi, on en a fait plusieurs et on se faisait les calculs et sur un épisode qu'on a enregistré pour Ça fait un bail. Il est possible de faire x2, x3 sur les loyers en passant certains biens en colocation. Ensuite, la location courte durée. Moi, j'en ai toujours pas fait. Ismaël devient expert sur le sujet. Donc là, c'est du Airbnb ou d'autres plateformes. Et voilà, pouvoir faire venir des gens sur une journée, 2 journées. Ça demande beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de frais pour le ménage, pour les rotations. Mais c'est particulièrement intéressant en termes de rentabilité. Donc j'ai pas donné les chiffres, mais voilà, location commerciale peut-être, on va se dire SCPI 5%, location commerciale 6, 7, 8%, non meublé à peu près pareil, meublé on peut pousser peut-être jusqu'à 10, colocation 12, 13%, ça se trouve, et ça c'est vraiment peut-être des moyennes, mais il y a de tout, hein. Il y a des colocations à 5% à Paris aussi, ça existe, et des colocations à 50% ailleurs, doit y en avoir. Location courte durée, là on arrive sur des niveaux où on peut plus vraiment, en fonction du niveau d'expérience qu'on a apporté, du niveau si on a apporté un thème peut-être à l'appartement, etc. Ça peut commencer à 10% et finir à 100% de renta avec un bien rentabilisé dans l'année. Et là, pareil, même dans cette catégorie de location courte durée, plus on va apporter des activités intéressantes, de l'expérience, plus ça va demander du temps et plus ça devrait a priori être rentable. Jusqu'à finalement peut-être la dernière exploitation, c'est j'achète un bien et c'est une activité commerciale que j'exploite sur le lieu, donc un lieu de séminaire, une laverie automatique, un futsal, des jeux d'arcade, on peut avoir plein d'idées différentes, mais là ça devient une entreprise, quoi. C'est même plus de l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, full entrepreneuriat, exactement. Bah écoute, ouais, merci déjà pour ce beau panel des différentes possibilités qu'on retrouve. Et puis c'est sympa parce que tu te mouilles avec des idées de rendement potentiel et je pense que c'est une bonne moyenne que tu as tracée. C'est assez représentatif, même si encore une fois on peut trouver bien sûr de tout, de la location nue avec des rendements bien plus supérieurs ou inversement. Oui, c'est sûr. Ouais. Pour donner une idée, en effet, il y a pas de moyennes qui sont données par l'INSEE. Il y a pas de, c'est un peu ce que j'ai vu. J'ai eu 100 épisodes sur Ça fait un bail avec quasiment 100 invités et à chaque fois je leur demande des cas chiffrés. Alors c'est pas les moins bons qui viennent, hein. Peut-être que ça va vous paraître un peu gros ces rentas que j'ai donné, mais parce que je suis un peu biaisé par le niveau d'expertise des gens qui viennent sur le podcast. Mais voilà, ça permet de se faire une idée. Yes, carrément, ouais. Carrément. Tu parlais de ces différents types d'exploitation, les avantages fiscaux. Tu vois, on va reprendre un petit peu le thème de ChatGPT. Ce qui nous donne, il nous parlait de l'avantage fiscal, mais sans rentrer dans le détail. La location nue, tu prenais l'exemple de tes parents qui étaient avec un taux, grosso modo, d'imposition qui avoisinait en global les 50% des loyers qu'ils percevaient. Donc, ça commence à piquer. Est-ce que sur la location nue, tu vois quand même pour des personnes, ça pourrait avoir un avantage vraiment fiscal et qui viendrait booster sur rentabilité, ou c'est vraiment absolument à fuir, etc. Il n'y a rien à faire là-dessus, quoi. Alors sur la location nue, donc si j'ai dit 50%, c'est que globalement il y a 17,2% de CSG CRDS et après il y a les prélèvements sa sociaux, tranche ouais. marginale d'imposition. Donc
à 30% pour beaucoup de personnes probablement qui nous écoutent. Donc ça fait 47,2 et puis là on parle pas de taxes foncières, etc. Mais bon, on est autour des 50%. Pour des personnes qui ont potentiellement des TMI plus basses pour différentes raisons, la location nue est du coup peut-être moins impactante. Là, je crois que la tranche d'en dessous ça doit être 11%, donc 17,2 plus 11%. On est plutôt autour de 30% et là c'est déjà un peu plus raisonnable. La location nue, ça permet de faire ce qu'on appelle du déficit foncier aussi, donc jusqu'à 10 700 euros par an de ses revenus, des revenus de son foyer qui peuvent venir être supprimés par des travaux qui sont faits dans un bien exploité en location nue. Donc pour certaines personnes, notamment même des très gros investisseurs qui ont beaucoup de biens et qui commencent à avoir des grosses impositions, ils vont cumuler de la location meublée avec un peu de location nue pour faire du déficit foncier, et dès la fin du déficit foncier, ils vont revendre l'appartement parce qu'ils perdent complètement l'avantage. Donc ça peut être aussi une bonne brique dans son ensemble immobilier. Et ouais, donc on peut même venir en fonction si c'est mal maîtrisé, etc. On peut se faire vraiment entre guillemets matraquer et d'avoir une fiscalité dite confiscatoire en fonction de la tranche marginale d'imposition. Tu prenais l'exemple à 30, même si c'est à 40% plus 17,2, on passe tout de suite à pire, quasi 60% des loyers, des revenus qui sont pris. Mais à l'inverse, si on a soit une petite tranche d'imposition, on est sur une petite tranche, ou alors qu'on investit, qu'on fait des travaux de rénovation assez conséquents, là on peut même venir diminuer nos revenus et jusqu'à nos revenus personnels en plus. Ouais, c'est toute la difficulté de choisir ces régimes et ces modes d'exploitation. J'ai l'impression d'avoir acquis une bonne compréhension de ma situation et des personnes qui sont un peu dans une situation similaire, qui ont la trentaine, qui sont entrepreneurs ou qui ont un job CDI, etc. Tout ça, je les comprends, et parfois j'ai des questions d'auditeurs qui sont plutôt cinquantenaires, qui ont des enfants, et là en fait aujourd'hui j'ai pas encore toutes les compétences pour me dire en fait finalement quel régime fiscal est le plus approprié, est-ce qu'ils doivent vraiment s'endetter sur la plus longue durée possible ou pas, et c'est pour ça que l'immobilier c'est vraiment ça dépend de chacun. Mon objectif ça serait de créer cette année un genre de quiz hyper complet avec c'est une cinquantaine de questions et tu réponds à tout plein de questions et t'aurais une idée un peu de quelle stratégie adopter. Ça va être un petit projet pour 2023. Mais yes. Je sais que ça sera pas évident du tout à construire au vu du nombre de situations différentes. Il y a presque une situation par personne. Ouais, tu veux créer ton chat GPT IMO spécial. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Sans intelligence artificielle, ça sera un très bon typeform probablement. Super, excellent. Écoute, je serais ravi de le tester quand il sera en ligne. Carrément. Donc l'avantage, donc la location nue, ça va être éventuellement réduire son imposition si on fait les travaux ou être faiblement imposé si on est sur une faible TMI. Il y a certainement beaucoup d'autres aspects, mais pour voir vraiment comme ça. Sur la location meublée, ça va être quoi les avantages d'un point de vue de la fiscalité d'une façon générale? La location meublée, du coup, il y a un régime qui s'appelle de locataire meublé non professionnel, donc le LMNP. Ouais, le loueur meublé. Loueur meublé, pardon, non professionnel, pas locataire. Du coup, qui pour moi est souvent idéal pour démarrer. Vraiment, c'est dans 95% des cas, j'ai le sentiment que c'est ce qu'il faut faire pour son premier investissement locatif. Ça permet du coup de bénéficier d'un avantage qui est hyper conséquent, c'est que dans ces charges comptables, on va pouvoir intégrer l'amortissement du bien, donc le coût de son bien. On va dire que on achète un appartement à 200 000 euros pour créer une colocation. Il y a 80% de cette valeur dans un immeuble, donc 160 000 euros si je ne me trompe pas, qui vont pouvoir être mis en charge dans son bilan comptable sur 20 ou 30 ans. C'est des calculs qui sont un peu compliqués, mais globalement, du coup, on va pouvoir enlever quelque chose comme 10 ou 15 000 euros par an de revenus. Et ça, du coup, ça permet à beaucoup de personnes de ne pas payer d'impôts les premières années, voire tout le temps de l'exploitation du bien.
Donc ça, c'est vraiment une niche fiscale qui est exceptionnelle. Je pense Et qu'il c'est faut super vraiment en puissant. Ouais, c'est profiter. de l'amortissement comme pour les entreprises qui ont des amortissements sur le matériel qu'ils achètent, etc., etc. Et donc là, c'est C'est l'amortissement ça. sur la quasi-totalité du bien. Donc si tu reprends ton exemple de 200 000 euros, euh, donc amortissement entre 160, 170, 180. De toute manière, ça c'est le comptable qui le calcule. Oui. Euh, 160 000 euros amortis sur 30 ans. Si on fait le calcul, Ça fait 5 300 € ça fait euh, 5300 euros qui sont et enlevés de ses revenus. qui sont enlevés de ses revenus. Donc si on loue l'appartement, tu parles, je sais pas moi, en colocation, 200 000 euros, il y a plusieurs chambres, etc. Allez, on part sur un revenu à 1000 euros, 12 000 euros à l'année. On va avoir la taxe foncière, on va avoir les intérêts d'emprunt, on va avoir les charges, etc. Et on vient rajouter à ça ces 5000 et quelques euros, et c'est ce qui permet de ne pas payer d'impôt, tu dis, sur l'exploitation du bien pendant ces longues années, quoi. C'est ça, et souvent, si on a réussi à cumuler travaux plus justement cette exploitation meublée, en effet, on ne paye pas d'impôts. Et parfois, c'est un petit peu, quand je parle à certaines personnes qui me disent, oui, mais là, j'ai un truc déjà tout fait à 200 000, à 240 000, pourquoi j'irais acheter un truc à 200 000 avec 40 000 euros de travaux? A priori, ça revient un peu au même. Et je lui dis, bah, en fait, d'un point de vue fiscal, ça revient pas du tout au même. Vaut mieux acheter quelque chose à 200 000 et faire 40 000 euros de travaux. Ça, c'est de toute façon des incitations qui sont mis en place par l'État dans les règles pour que justement le parc immobilier il soit rénové régulièrement. Faire des rénovations et gérer des travaux, ça permet de diminuer sa fiscalité et d'augmenter du coup sa rentabilité. À savoir que le LMNP, il a des limites. C'est pour ça que je dis que c'est bien pour démarrer. Et c'est difficile de faire 10 opérations en LMNP. Il y a, il y a deux critères qu'il faut respecter. Il faut être soit en dessous de 23 000 euros de revenus sur ce statut LMNP, soit que ce LMNP représente moins de 50% des revenus du foyer. Donc, si je dois réexpliquer ça, en gros, voilà, soit vous avez un bien qui génère 22 000 euros par an, et là vous êtes tranquille, vous pouvez l'avoir en LMNP. Si vous voulez aller plus loin que ça, moi par exemple, c'était mon cas avec mon premier appartement qui me générait 30 000 euros de revenus. Mhm. Comme je vous disais, j'avais lancé cette opération pour entreprendre. Donc du coup, en fait, j'avais une obligation presque fiscale pour pas tomber sous un autre régime beaucoup moins intéressant, de pouvoir me verser en tant qu'entrepreneur 30 000 euros pour que en fait j'ai ces 30 000 euros de revenus fiscaux et ces 30 000 euros de revenus LMNP. Et si les revenus LMNP dépassent les autres revenus, bah là on peut plus être considéré comme non professionnel. Ils considèrent que c'est ton activité principale. Donc tu passes en locataire meublé professionnel. Et là, tu payes des cotisations sociales qui sont très élevées, qui vont changer ton calcul de rentabilité. Ok, d'accord. Ouais. Donc, pour être dans cette case, donc les deux critères, quoi, que ça soit en dessous Voilà, des revenus du foyer total de l'année, ou alors moins de 23 000 euros, et là, il n'y a pas de question à se poser. Ouais. c'est ça. Ok, super. Et tu parles de l'amortissement. Si je peux me permettre, juste pour refaire un petit point par rapport à ça, en fait, ce qui va en faire la différence avec un modèle en société, par exemple, à l'IS, ou etc., où on va avoir le même mécanisme d'amortissement, c'est qu'on va rester sur le coût de la plus-value des particuliers pour le coup. Exactement. Le LMNP permet les avantages de cet amortissement sans l'inconvénient de l'imposition de la plus-value professionnelle. Donc en gros, soit si tu détiens ton bien en tant que particulier et que tu l'exploites, la plus-value en fait sur 30 ans, tu vas pouvoir diminuer par tranche cette imposition sur la plus-value. Alors qu'en tant que professionnel, tu n'as pas ces abattements, si je me souviens bien. Donc là, le LMNP, c'est aussi cet avantage. Tu as tous les avantages de ce côté plus-value Sans les et inconvénients, quoi. sans les inconvénients, quoi. Du professionnel, Ça, ouais. T'as les avantages du top. professionnel avec les avantages du particulier, tu doubles le double Exactement. avantage, ouais. Tu mixes le double Voilà. avantage, ouais. Ouais. Ok, super intéressant, ouais. Ouais, ouais. Euh, sur ces Après, il y a peut-être différentes... les SCI, Ouais. peut-être que les SCI sur les régimes fiscaux, voilà, il est possible de faire de la SCI à l'IR, c'est un peu l'équivalent de la location nue, mais en le faisant à plusieurs. On peut avoir des avantages peut-être pour faire du démembrement ou de la transmission.
toujours peut-être pour des TMI assez basses, c'est parce que sinon c'est le même sujet en termes d'imposition. Ou alors avec des travaux, etc. Mais ouais, ça va être l'avantage de la SCI, ça va être plus axé, comme tu le dis, je pense, ouais, démembrement, c'est ça. Enfin, transmission avec des outils comme le démembrement, mais pour transmettre son patrimoine à ses enfants, disons, ou à d'autres, à des tiers, c'est peut-être plus simple, quoi. Exactement. Ou simplement parce on veut acheter à plusieurs, acheter avec sa femme, son frère ou sa sœur. Peut-être que ça se fait en indivision, même si bon, il faut quand même mettre des règles. La SCI, ça permet de mettre autant de règles qu'on veut finalement sur qu'est-ce qui va se passer en termes au moment de la revente. Ça permet de mettre un vrai cadre pour investir à plusieurs. Et il faut savoir que on parlait de 2023. C'est de plus en plus dur d'emprunter. Souvent, s'associer, ça permet d'emprunter plus facilement si on s'associe avec quelqu'un qui a une meilleure situation que soi. Donc voilà. Et là, il y a la SCI à l'IRD, comme on vient d'expliquer, et la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, Ouais. qui là, du coup, est une SCI qui est imposée à l'IS, donc 15%, puis 25%. Et c'est assez génial parce que du coup, moi c'est vraiment un régime fiscal d'exploitation que je trouve hyper intéressant parce que voilà, on paye ces 25% d'IS, on paye ces 30% de flat tax quand on veut se rémunérer en dividende, donc quand on veut toucher cet argent. Sinon, on peut le réinvestir directement sans payer ça. Et moi, je trouve ça voilà, hyper cadré. Ça ne dépend plus de ta situation et de combien tu gagnes sur tes autres activités. Ça te permet de vraiment mettre justement des règles avec des associés qui sont peut-être que tu connais peut-être moins et du coup de cadrer vraiment la chose. Et du coup, voilà, démarrer avec du LMNP jusqu'à ce qu'on puisse plus en faire et passer sur de la SCIS, je trouve que c'est souvent un bon schéma à suivre. Ouais, super intéressant. Et comme tu dis, la SCLS, elle va permettre en effet de tourner vraiment en vase clos et de pas venir impacter son revenu, son endettement personnel, etc., etc. Et si on s'associe avec d'autres personnes, voilà, et ça permet peut-être sur le long terme que cette société, justement, si elle fonctionne bien, de pouvoir réemprunter, de se prémunir des règles d'octroi de crédit avec, on parle du taux d'usure, du taux d'endettement, etc. Et ça va venir vraiment être indépendante, une structure indépendante qui va fonctionner tout au long de son existence. Et ouais, c'est pas mal aussi. C'est peut-être une étape supérieure ou pas d'ailleurs, mais Oui, et si on veut aller encore plus loin, il y a peut-être la holding qui permet d'aller détenir des participations dans des SCI justement. Et pour ça, souvent, les gens s'y intéressent un peu trop tôt. De toute façon, même sur les SCI, je vois des gens qui créent des SCI à l'IS alors qu'ils n'ont pas encore fait de LMNP. Parfois, je comprends pas trop l'intérêt. Il y a des personnes qui créent des holdings alors qu'ils n'ont toujours pas vraiment d'activité commerciale qui sortent du cash et c'est pas très intéressant. Mais il y a quand même voilà, un niveau supérieur où on peut avoir CSCI en dessous avec plusieurs biens, une holding au-dessus qui permet de faire en fait, de faciliter le financement de nouveaux projets en optimisant les flux financiers entre ces différentes sociétés. Et ça peut être un outil qui est extrêmement puissant et qui permet de diminuer la friction fiscale et vraiment on appelle ça le régime mère-fille, et ça permet vraiment de choisir exactement quand est-ce que tu touches tes revenus et le reste du temps réinvestir sans fiscalité dans d'autres biens pour faire grandir un patrimoine. Je pense que ça c'est vraiment le boss de fin de la fiscalité. c'est super intéressant ce que tu dis et c'est pas mal sur la vision, à quel moment, à quelle étape je le fais. Et c'est vrai que des fois, on est peut-être un peu trop pressé de tout de suite, je veux créer une société ou etc. Ben déjà, oui, est-ce que tu as exploité en LMNP? Est-ce que tu as des possibilités déjà en nom propre d'exploiter à fond? Oui, non. Pourquoi tu as fait une holding maintenant? Moi, c'était mon cas, donc je suis très à l'aise pour en parler. J'ai créé une holding Super. Et aujourd'hui, je me rends compte. Je me rends compte que je l'ai fait bien trop tôt. Je l'ai faite et déjà, elle a pris des participations que 1 an après. Dans des boîtes, c'était prévu avant, mais ça a été réalisé que 1 an après, et des petites participations, etc. Et là, maintenant, ça fait 3 ans, mais ça fait 3 ans, donc j'ai eu le coût de la création de la société, j'ai eu les frais comptables, les frais annexes, CFE, etc., qui vont y venir. Alors que, in fine,
je me suis pour l'instant pas encore rémunéré à travers cette holding, etc. Est-ce que ce sont les sociétés qui travaillent pour l'instant? Donc oui, ça va payer à terme, mais est-ce que c'était judicieux de le faire vraiment par anticipation? Bon, j'avais cette vision, donc c'est cool, mais est-ce que c'était intéressant financièrement de le faire tout de suite ou de le faire après coup? Bon, après, ça, c'est à voir avec son avocat fiscaliste, son comptable, etc., qui va peut-être déterminer. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça peut être intéressant et holding, ça peut être vraiment un gros mot, mais vraiment le gros avantage, c'est ça, hein, c'est de détenir des participations. Donc ça peut être là, en l'occurrence dans l'immobilier, des parts dans une SCI à l'IS. Et quand cette SCI à l'IS a fait du chiffre, a fait du bénéfice, etc., et elle veut retransmettre des bénéfices, tu parlais de la flat tax à 30% si, tiens, Jérémy Nabé veut recevoir X de dividendes, tu reçois 10 000 euros, tu as 30% d'imposition dessus la flat tax, au final tu n'as que 7 000 euros pour toi. En réel, que si tu le fais à travers une société qui détient les participations, donc dite une holding, cette société, en remontant avec le régime Murphy, etc., il y a des dispositifs fiscaux où au lieu d'être imposé à 30%, la société holding, ça fait un bail, disons, remonte, et sur ces 10 000 euros, il y aura une friction de à peine 1%, si je dis pas de bêtises, ou très très peu, Oui, c'est ça. voilà, versus les 30%, donc tu vas recevoir la quasi-totalité des 10 000 euros dans cet exemple, au lieu de 7 000, quoi. Et donc, si c'est 100 000, etc., faites le calcul à la fin, mais ça peut vite aller, quoi. Ouais, on a souvent l'habitude de toucher son revenu d'une entreprise finalement en tant qu'employé qui a déjà été fiscalisé grandement du côté de l'entreprise et de son côté. Bon, il y a aussi eu toute une part de cotisation, etc. Mais elle a été déjà fiscalisée et on va la réinvestir dans un actif où il va y avoir de nouveau des frais de notaire, des impôts, des taxes foncières, etc. Et en fait, il y a quand même des moyens d'éviter cette première taxation. Pas pour tous ces revenus, hein. Si on a un employeur qui nous verse voilà, un loyer, c'est un peu un loyer, pardon, un Un salaire, salaire. c'est plus compliqué de l'optimiser. Quoique, il y a quand même des possibilités. Moi, je me souviens d'entretien que je passais pour une société avant de lancer ma boîte, où voilà, ils me proposaient du coup le job avec un bon salaire, etc. Et moi, je leur ai dit, en fait, bah, combien ça va vous coûter ce salaire? Ils m'ont dit, bah voilà, ça va coûter X. Et je leur ai dit, bah, eh ben, moi, je préfère que vous me les versiez sur une société. Comme ça, en plus, bah, le jour où vous n'êtes pas content, bah, vous pouvez vous séparer de moi facilement. Et ça me permettait du coup de gagner presque 2 fois plus sur ce poste-là et de réinvestir du coup, alors soit de me les verser de payer ces 30% de flat tax et cette IS, soit de les réinvestir directement dans l'immobilier. Et là, c'est comme si j'avais multiplié mon salaire par 2. Et voilà, bon, après, il y a le Covid qui est arrivé quelques jours après et le poste a été annulé. Mais c'est ce qui était en train de se faire. Donc voilà, il y a vraiment des moyens, même dans le salariat, finalement, de réussir à optimiser ces choses-là. Ah, excellent, ouais. Excellent ce petit hack, tu vois, de se faire rémunérer à travers une boîte et faire grossir, etc., plutôt que directement. Et comme ça augmente. Ouais, c'est un bon hack, excellent. J'avais passé toutes les étapes vraiment en tant Ouais, qu'employé. Enfin, je leur avais pas du tout parlé de ça et à la fin, ils étaient un petit peu. Ça aurait pu estomaqué, aussi ouais. me coûter la place, hein, parce que eux, ils étaient là alors que je leur avais donné que des bons signaux sur les 5 tours d'entretien, etc. Là, ils se disaient, ok, est-ce que en fait, est-ce qu'il est vraiment engagé dans la mission? Parce que là, du coup, tu fais pas vraiment partie de la boîte. Ça marche dans les deux sens. Si toi tu veux t'arrêter du jour au lendemain, c'est plus Ouais, ouais, facile ouais. aussi pour toi. Ils l'ont un peu vu comme un manque d'engagement et peut-être de confiance au projet et j'ai dû les rassurer sur ce point-là. Donc voilà, c'est à utiliser avec parcimonie, mais ça peut marcher et ça peut changer complètement. Voilà, entre gagner 3 000 et 6 000 euros par mois, c'est deux vies qui sont assez différentes. Ouais, bien sûr, ça permet de réinvestir d'autant plus et de faire tourner et grossir cette boule de neige encore plus rapidement. Ouais, C'est ça. et pour peu que tu leur demandes en plus, dans ton cas, de te faire rémunérer en crypto-actif, Ouais, avec la boîte, etc., t'aurais pu pousser le truc, ça aurait été rigolo, ouais. exactement.
Cool. Et écoute, on a fait un petit tour d'horizon là sur ce qui est possible de faire sur le mode d'exploitation, quel type de bien chercher, quels sont les différents avantages qu'on peut trouver sur tel ou tel type de bien. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait vraiment aller commencer à se lancer pour être propriétaire, aller soi-même, de faire quelque chose. Donc toi, tu conseillerais quoi? Tu as peut-être tout à l'heure un peu évoqué, mais ça serait LMNP pour commencer et fait autre chose, mais allez, si tu avais un Oui, bah conseil alors, générique, ça dépend de bien chacun, mais sûr. un conseil Non, générique. mais c'est une bonne question. Et donc voilà, on a parlé des typologies de biens, des typologies d'exploitation et de régime. Euh, tout est combinable finalement. En fait, on peut aller chercher le truc la typologie de biens la plus difficile. Donc ça va être, je sais pas, l'immeuble complètement dévasté dans une petite ville mal famée qu'on va exploiter en Airbnb à thème avec enfin, et là, on est vraiment sur les trucs les plus compliqués. Et ça va aller, comme on le disait, avec un niveau de risque et un temps à consacrer qui est bien, bien supérieur. Donc, pour quelqu'un qui démarre, je dirais surtout, bah, commencer par se poser les questions. Donc, à la première, c'est la plus évidente, c'est finalement quel est mon budget, ma capacité d'emprunt pour savoir quelle taille de projet je suis capable de faire. Donc, voilà, combien j'ai sur mes comptes, plus combien je peux emprunter, à savoir à peu près 35% de ce que je touche. Euh, Ensuite, le temps à consacrer. Est-ce que je suis prêt à passer sur la phase de lancement du projet plusieurs centaines d'heures Hmm. sur 2 ou 3 mois? Et ça, c'est le premier point sur le temps à consacrer. Et après, c'est sur la gestion. Est-ce que je suis prêt à répondre au téléphone ou à des messages? Est-ce que j'ai pas du tout envie que ça me prenne de la charge mentale? Est-ce que je suis carrément prêt à y aller une fois par semaine pour gérer des trucs? Toutes ces questions-là sur le temps qu'on est capable d'y consacrer, elles ont aussi un impact sur le type de bien. Ça, je pense qu'il faut vraiment être en mesure de. Bah, déjà, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que d'un point de vue psychologique, on accepte ça? Moi, j'accepte très bien, par exemple, je fais en sorte d'optimiser et d'automatiser au maximum mes investissements. Maintenant, si je reçois un message un samedi ou dimanche que je suis devant la télé ou machin, ça me dérange pas tellement en fait de répondre à ce message. Il y a des personnes qui sont là, oui, moi ça me casse mon énergie, mon truc. Voilà, faut vraiment, et je respecte cette partie, cette manière de voir les choses. Et ça, du coup, ça va vraiment grandement impacter, mais c'est vraiment des questions à se poser. Je vois des gens qui d'un côté, pourraient passer du temps et le font pas, et d'autres passent du temps alors qu'ils auraient aimé ne pas en passer. Il y a vraiment une question de valorisation de son temps. Aujourd'hui, vous avez une activité professionnelle. Est-ce que, euh, est-ce que travailler 1 heure de plus ou 2 heures de plus dans votre activité professionnelle, ça vous permet de gagner 50, 100 euros, 1000 euros de plus? Est-ce que c'est pas vraiment le cas? Aujourd'hui, si vous êtes commercial et que chaque heure de plus que vous passez, vous pouvez augmenter vos bonus et gagner 500 euros de plus par heure travaillée, et bah finalement, le plus souvent ces personnes-là, je leur dis bah déléguez au maximum les choses et ne passez pas trop de temps à faire un bien immobilier parce que vous gagnerez jamais autant avec de l'immobilier si vous êtes capable de gagner 500 ou 1000 euros de l'heure en travaillant plus. En revanche, il y a des personnes qui, en fait, le temps, il est extensible, mais leur salaire l'est pas du tout. Ils peuvent pas Exactement, ouais. bosser 35 heures comme 70 heures pour leur boîte et ça va pas changer grand-chose. Là, s'ils acceptent de passer un peu de temps sur l'immobilier, ça peut être hyper bénéfique pour eux. Donc voilà, j'ai cette partie budget, cette partie temps. Il y a la partie connaissance aussi. Combien d'épisodes de La Bonne Fortune et de Ça fait un bail vous avez écouté? Est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce que vous avez lu des livres, etc. Parce qu'on peut aller sur des modes, plus le mode d'exploitation est complexe, plus il faut voilà, avoir de connaissances. On n'a même pas parlé des modes d'acquisition, mais c'est aussi un sujet. On peut aller jouer avec des enchères, par exemple. Voilà, les enchères IMO, ça permet de faire des super opérations, mais c'est un autre niveau de connaissance et de rapidité d'exécution et de décision
incroyable Ouais. parce que c'est une visite, t'as une demi-heure que tu passes sur place et après tu signes et t'as pas le droit de te rétracter. Enfin, c'est des choses qui. Ouais, c'est Mais excellent. quand Je me t'es. suis intéressé aux enchères à titre Ouais, personnel. Alors, j'ai encore rien bouclé de cette façon-là, mais j'ai participé à des audiences, etc. Je m'étais pareil. positionné sur des biens et j'ai d'ailleurs réalisé un épisode avec Antoine Ferrari, euh, Ok. dirigeant de Licitor, la plateforme en ligne. Là, Ah, c'était génial. l'épisode 37 et il est vraiment excellent. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire et ouais, sur les enchères. Et donc, toi aussi, tu as déjà participé là-dessus. Ouais, j'ai jamais conclu d'affaires. Mais Hum, parce hum. qu'il y a, voilà, il y a un risque qui est encore supérieur. Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai pas encore 3 bilans. Donc, tu te demandes toujours Ah si ouais. tu vas réussir à avoir ton financement, parce que là, il n'y a pas de clause suspensive ou quoi que ce Ah, soit. il n'y a plus de filet de sécurité là. Hum. Il n'y a plus de filet de sécurité. Maintenant, et on en parlait sur la dernière fois qu'on discutait, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à un niveau où on a développé un réseau et on sait que si on trouve une bonne affaire, on saura trouver des personnes qui s'intéressent à cette bonne affaire et qui participeront au projet avec nous. Finalement, le risque, il est quand même assez virtuel. Je pense qu'avec une bonne affaire qui tourne à plus de 10% de renta ou avec une plus-value conséquente en cas d'achat-revente, tu trouveras toujours des gens qui sont intéressés pour s'associer avec toi et te sortir peut-être de cette panade. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le niveau de connaissance qui va dépendre aussi et à quel point vous avez envie de vous intéresser à ces choses-là. Euh, et il me manque 2 points. Le quatrième point, c'est la propension au risque. Ouais. Quel risque vous êtes prêt à prendre? Pareil, ça, c'est d'un point de vue psychologique. Il y a des gens qui acceptent plus ou moins de prendre des risques. D'un point de vue de votre situation, si vous prenez déjà beaucoup de risques dans votre job, par exemple en tant qu'entrepreneur, euh, et vous êtes sûr de rien sur vos revenus, etc., peut-être que finalement se sécuriser avec de l'immobilier un peu plus stable dans une ville un petit peu plus grande, avec des niveaux d'exploitation, avec des modes d'exploitation un peu plus fiables aussi, ça peut permettre de trouver ce bon équilibre. Après, s'il y a des gens qui veulent aller all-in, surtout entrepreneuriat plus immobilier à fort rendement, etc. Et ça, c'est ok, ça permet de vivre une vie beaucoup plus intense aussi. Mais il faut accepter peut-être d'un jour de se retrouver à zéro de nouveau et et de recommencer de zéro. Et le dernier point peut-être vraiment que j'aime bien mettre en avant pour choisir quelle typologie de bien, c'est Ouais. de faire une introspection et surtout de voir un peu autour de soi si on a un avantage comparatif. Quel est son avantage concurrentiel un petit peu et tout le monde a un avantage concurrentiel particulier en fait en cherchant bien. C'est est-ce que ton voisin est agent immobilier? Est-ce que, comme moi, ton père fait des rénovations et il connaît le bâtiment? Moi, ma mère est polonaise, mon père est portugais, donc a priori, dans le bâtiment, j'aurai toujours quelqu'un pour me donner un coup de main ou me conseiller. Parce que voilà, dans ma famille, ils travaillent beaucoup dans le bâtiment. Euh, est-ce que, euh, est-ce que potentiellement, voilà, je connais un bon notaire? Est-ce que tout le monde est-ce que j'ai des fortes capacités? J'ai un très haut niveau d'esthétisme et de décoration et ça peut être hyper important. Par exemple pour de la LCD, si t'es bon si t'es bon en décoration, tu peux faire des choses exceptionnelles. Et tous ces avantages comparatifs, si on les identifie, ça permet vraiment d'aller chercher les 2-3% de rentabilité de plus et de choisir quel type de bien et quel type d'exploitation tu vas choisir pour ta stratégie. Ouais, super intéressant ce que tu dis. Écoute, je partage 1000 fois. C'était vraiment très très clair. Et peut-être ajouter, allez, pour mettre un peu de poivre, un peu de sel. À quoi tu aspires? Quel est ton kiff, quoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi, aussi Oui, c'est vrai. directement? Est-ce que tu as un projet qui te fait vibrer? Est-ce que voilà, la location courte durée à thème, faire des appartements. Euh, je sais pas moi, un truc d'horreur dans un quartier malfamé, tu disais tout à l'heure, etc. Ça peut Ouais, être un délire. Ça te fait kiffer ou c'est alors clair. pas du tout. Est-ce que t'es plutôt, voilà, ce qui me fait kiffer, c'est d'être en sécurité, enfin, ou d'avoir un truc du beau, du neuf, etc. Et voilà, aussi le kiff. Je pense qu'il faut faire les choses avec envie, avec passion, et c'est tout de suite plus simple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il peut y avoir ce truc de. En fait, moi, j'ai pas un gros budget. Peut-être j'ai 150 000 euros pour faire un projet, mais je suis fan d'architecture haussmannienne.
de la ville de Paris, j'ai envie de m'acheter un petit bout de Paris et c'est difficile de faire des bonnes rentas, mais c'est tout à fait compréhensible. Il y a des gens qui payent 150 000 euros pour un NFT. Je vois pas pourquoi on pourrait pas acheter 150 000 euros pour un petit bout de bâtiment haussmannien qui en fait est hyper limité. On n'en fait plus du bâtiment haussmannien, donc du coup a priori c'est une forme de richesse qui continuera à augmenter, je pense. Moi, je suis hyper bullish sur l'augmentation des prix à Paris. Je pense que sur le long terme, on a aucun risque à se faire là-dessus. Et oui, j'ai fait un très bon épisode avec Bruno Racco, qui est, tu vois, de tous les coachs formateurs que j'ai eu, lui, je l'ai trouvé vraiment particulièrement pertinent. Il cherche beaucoup à comprendre le why et le pourquoi de ses participants. Et c'est 90% du job en fait là-dessus, c'est de savoir pourquoi tu as envie d'investir, pourquoi tu veux accélérer, jusqu'où tu veux aller. Et souvent c'est un pour qui en fait, c'est pour qui je le fais. Quand il creuse, les premières personnes lui disent oui, bah c'est pour me créer un revenu passif. Et ça, c'est pas un vrai why. Le vrai why, ça va être c'est pour montrer à ma sœur ou à mon père que je suis capable de ça. C'est pour aider ma mère enfin, il y a énormément de choses autour des amis et de la famille qui se jouent et comprendre ce pourquoi un peu intérieur. Ça peut prendre ça se fait pas en un claquement de doigts pour tout le monde. Je pense que c'est hyper important d'un point de vue un peu. On a fait beaucoup de techniques dans cet épisode, voilà, pour terminer sur un peu de mindset. Je pense que c'est tout aussi important. Ouais, ça fait partie de se connaître soi-même et d'être honnête, authentique et d'être aligné par rapport à ses valeurs. Ouais, en effet, ouais. Ouais, faire les choses qu'on aime et ouais, en conscience, c'est intéressant. Toi, ton pourquoi, ça serait quoi du coup, Jérémy? C'est une bonne question et je suis pas sûr de l'avoir complètement trouvé encore. Il y a un vrai truc où j'ai envie de porter les gens les plus proches de moi et en fait, j'ai envie de tester les choses moi, de les faire, de montrer que c'est possible et ensuite d'emmener les gens qui sont autour de moi sur cette même direction. Il y a beaucoup de on entend beaucoup sur des vidéos YouTube, etc. Voilà, des personnes qui sont un peu séparées de leurs amis d'enfance, de leur famille pour s'entourer de personnes qui sont plus ambitieuses, etc. Et je respecte ça, je le comprends tout à fait. Moi, je suis très content des gens qui m'entourent et j'ai beaucoup des amis d'enfance, de primaire, collège, lycée. Je suis très proche de ma famille. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé, étonnamment, c'est assez rare, mais j'ai beaucoup parlé de mes parents, par exemple, dans cet épisode. Mais voilà, c'est quelque chose où moi, j'ai toute ma famille dans un cercle dans un rayon de 20 km dans le 77. Moi, je suis à Paris, donc je peux vraiment, du côté de ma mère, du côté de mon père, aller voir tout le monde. Donc, je suis très proche de mes amis et de ma famille, et plutôt que d'aller me chercher des nouveaux amis plus ambitieux, bah, je préfère faire monter tout le monde et en confort. De toute façon, le but c'est de mieux vivre grâce à l'immobilier. C'est le but du podcast, ça fait un bail, c'est d'aider plus de monde à mieux vivre grâce à l'immobilier. Ça, c'est la mission la plus globale de ce podcast et de ce média qui est en train de se créer. Et du coup, moi, je pense que mon why, c'est ça, a priori, une fois que moi je l'ai fait, parce que j'ai pas envie de mettre les gens non plus dans des plans qui fonctionnent pas. J'apprends avec mes invités, j'apprends avec mes investissements, et petit à petit, bah, je peux aider d'autres personnes à le faire. Ça me plaît beaucoup. Yes, super. Bah, c'est un très beau pourquoi, ouais. Impeccable. Et pour revenir par rapport à la famille, etc., l'entourage, c'est pareil, hein. L'un n'empêche pas l'autre, comme j'aime bien dire. Enfin, c'est pas forcément d'avoir qu'une vision binaire, et tu peux, et en même temps, être très très proche de ta famille, de tes amis d'enfance, etc. Et là-dessus, moi, je vais te rejoindre à 10 000%. Je suis d'ailleurs même revenu m'installer sur mes terres poitevines, m'entourer des proches, et dans le même temps, ben, participer et c'est ce que tu fais à travers ton émission, etc., de partager avec des personnes inspirantes qui ont réalisé des choses fabuleuses, et ça permet de t'élever également, et voilà, et c'est toute une synergie comme ça, et ouais, ton pourquoi d'embarquer tes proches avec toi et de leur permettre d'élever leur niveau de confort, excellent, je partage pleinement, ouais.
Super. De toute façon, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Ismaël. On va pouvoir faire des trucs sympas ensemble. Ouais, carrément, carrément, carrément. Sur mon émission, j'aime bien demander deux choses en fin d'émission à mes invités. D'une part, s'il y a une ressource, notamment littéraire, mais pas que, à conseiller, que toi tu as apprécié, que tu pourrais conseiller à ton entourage, etc. Que ce soit sur le domaine de l'immobilier d'une façon générale, qui est le thème de cette émission, ou tout autre domaine qui toi te tienne à cœur, et également si tu as une petite citation, un petit mantra coup de cœur que tu aimes bien te répéter. Ouais. Alors sur la ressource, moi j'aime beaucoup ce que fait Nicolas Decodin d'Avenue des Investisseurs. Avenue des Investisseurs, du coup, c'est un blog sur l'investissement. Il parle à la fois de bourse, d'immobilier, etc. Et je trouve que c'est hyper complet. Yes. À chaque fois que j'ai une question sur quel SCPI je devrais, machin, ou quels ETF, sur quels ETF je devrais investir, etc. Je vais sur Avenue des Investisseurs et je trouve souvent mon bonheur et j'ai jamais été déçu d'être passé à l'action et d'avoir choisi les tops de ces classements parce qu'il va faire des classements des meilleurs produits, etc. Et Nicolas, il a une démarche qui est très raisonnée. Il est pas typiquement d'un point de vue propension au risque, il a tendance à pas trop en prendre, ou de manière raisonnable en tout cas. Et je trouve que c'est une approche très raisonnable et typiquement en bourse, moi je m'y connais pas très bien, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Yes, Là-dessus, j'ai réalisé une excellente émission avec lui aussi, Ok, l'émission à trop bien. 39 sur l'assurance vie. Sur l'assurance Ouais. vie, je crois que ouais, ça durait 1 heure et demie d'émission, on aurait pu rester encore des heures et des heures, tellement de choses à dire et je partage ton avis pour avoir ouais, pas mal discuté aussi, etc. avec et oui, une approche intellectuelle honnête, d'honnêteté aussi, de transparence et j'aime assez. Même si sur son site vous allez retrouver, hein, forcément il y a des liens affiliés, etc. pour rediriger si vous ouvrez tel ou tel truc, mais malgré tout il y a quand même vraiment une approche avec cette vision d'honnêteté intellectuelle que j'apprécie beaucoup chez lui. Ouais. Mm. Bah voilà, on est d'accord là-dessus. Et écoute, sur une citation, euh, je suis pas très développement personnel, etc. Je lis assez peu de livres comme ça, mais euh, mais en ce moment, bah, tu le disais en début d'émission, je m'intéresse pas mal potentiellement essayer de développer un lieu de réception ou de séminaire, etc. Il y a une phrase qui m'avait assez marqué de Mark Twain qui était Buy land, they're not making it anymore. Donc voilà, acheter des terres, on n'en fait plus. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans tout cet univers. En ce moment, enfin 2021-2022, ça a été très marqué par les cryptos, les NFT, etc. Et j'ai participé aussi à tout ça. J'ai essayé sans jamais mettre plus de 5% de mon patrimoine ou de mes économies parce que vraiment, en effet, je comprends pas assez. Moi, j'investis de manière assez intense sur les choses que je pense comprendre et de manière très raisonnée sur les choses que je maîtrise pas trop. Et du coup, ouais, cette phrase de Mark Twain, je la trouve intéressante parce que, en effet, les terrains, il y en a un niveau très limité et demain, Yes. il y a énormément de grandes familles, de grandes fortunes qui se sont construites en achetant beaucoup de mètres carrés finalement où il n'y avait pas grand-chose dessus. Et moi, ça me plairait bien, tu vois, de pouvoir acheter un beau grand terrain, une forêt même si c'est pour rien y faire et pouvoir m'y balader un jour. Je trouverais c'est un truc qui me plaît là pour 2023, 2024 et plus tard. Yes, super, acheter des terres, on n'en fait plus, ouais. Ouais. Super inspirant. Bah écoute, merci Jérémy ouais, pour ce petit partage, ce petit tour d'horizon d'immobilier. Donc full immobilier en 2023, malgré le contexte, malgré euh, les événements qu'on peut entendre à droite à gauche, être parasité, Ouais, l'inflation, les taux ils augmentent, mais les taux. ils Ouais. sont pas arrivés au niveau qu'on a pu voir sur les 10-15 dernières années. Donc là-dessus, c'est pas bloquant. Je pense qu'on est quand même sur tous les biens listés aujourd'hui. Les biens, ils sont listés un peu cher parce que, parce que les vendeurs n'ont pas encore réussi à accepter que
c'est plus difficile d'acheter. Donc, j'imagine que le prix en fait de l'immobilier a déjà diminué, mais que les statistiques ne le renvoient pas. Ouais, Donc, ouais. si mon conseil sur 2023, ça serait finalement de vraiment négocier. S'il y a un vendeur qui a son bien et il y a beaucoup de biens où je vois déjà des baisses de prix, j'avais jamais vu autant de baisses de prix sur les plateformes, des biens qui sont là depuis 6 mois, depuis 1 an, sans vente. Faut se dire que ces gens-là, ils ont aussi besoin d'avancer, ils ont besoin d'acheter, s'ils l'ont mis en vente, c'est qu'ils voulaient peut-être acheter autre chose, partir, se débarrasser de ça pour ne plus avoir à payer de taxes foncières, etc. Donc, libérez-les de ce poids en faisant une super négociation. Et je pense que voilà, si on a une baisse de l'immobilier, on n'a jamais connu dans les temps modernes des baisses supérieures à 20%, encore moins en Europe, je crois. Donc, si vous dites que vous arrivez déjà à faire une belle négo de 20%, vous êtes largement sécurisé. Donc voilà, moi je dirais, voilà, n'achetez pas trop au coup de cœur en 2023, mais soyez bien raisonné sur ces prix et sur votre business plan. Regardez ce qui se fait en termes de rénovation, améliorer des DPE, etc. Il y a des belles choses à faire aussi. Et normalement, tout ça devrait bien se passer. Ouais, super. Donc 2023, plutôt des opportunités qui se profilent. Tu vois la chose comme ça et je te rejoins aussi. Et ouais, dans tous les cas, il y a des opportunités. Un marché plutôt vendeur, on peut mieux négocier. Un marché plutôt acheteur, on peut plutôt mieux vendre, etc. Et donc, il est possible d'arbitrer, de se construire son patrimoine tout au long de sa vie comme ça. Merci Jérémy pour tout ça. Écoute, c'est avec grand plaisir de t'avoir eu aujourd'hui sur cette émission. Et c'est avec grand plaisir que je te laisse le mot de la fin pour conclure celle-ci. Je vais faire de la promo, du coup, allez écouter Ça fait un bail si vous voulez une petite centaine d'épisodes sur l'immobilier. Et je suis hyper content qu'Ismaël il redémarre après une petite pause ce podcast, parce que j'étais auditeur, j'ai écouté quasiment tous les épisodes. Pour l'aider à se relancer, il faut aller mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous mettez une note sur Spotify et vous prenez le téléphone de quelqu'un qui a un iPhone pour lui mettre un commentaire sur Apple Podcast parce que c'est pas possible ailleurs. Et voilà, être très content de voir ce monde et cet écosystème de la finance personnelle, que ce soit en podcast ou en YouTube, qui est vraiment sur le devant de la scène en ce moment. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant. C'est pas qu'une histoire de génération, c'est pas qu'une histoire de réseau, etc. Je pense que vraiment, ça revient. On est plus sûr d'avoir nos retraites, on est plus sûr en ce moment, parce que si vous nous écoutez plus tard, il y a la réforme des retraites qui est en train de passer, etc. Donc je pense que c'est des sujets qui nous poussent à gagner en indépendance sur ces sujets financiers. Et hyper content que du coup cet écosystème de la creator economy et de la connaissance sur ces sujets se développe grâce à des podcasts comme La Bonne Fortune notamment. Yes, écoute, au top, merci Jérémy, et puis à toutes et à toutes, passez à l'action, kiffez, faites de beaux projets en fonction de vos appétences, et n'hésitez pas à le retrouver également en effet sur Ça fait un bail, une émission vraiment de qualité. Au plaisir Jérémy. Allez, ciao. Salut à tous, salut Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.